Je me présente, je suis Dalila Abbas, je suis déléguée générale du fonds dotation Biocop, donc qui est l'équivalent d'une fondation d'entreprise. Et je vous expliquerai, enfin, fonds dotation Biocop, en fait, nous, on a un axe d'intervention qui porte sur l'accessibilité de l'alimentation bio et de qualité pour toutes et tous. Nous, c'est vraiment un enjeu d'accessibilité, qu'elle soit géographique, économique et culturelle. Et donc, ce fonds de dotation a été créé il y a 10 ans. Et quand on l'a créé, en fait, on était parti d'un diagnostic sur l'état de santé des bénéficiaires de l'aide alimentaire qui développent toujours des pathologies comme l'obésité, hypertension, problèmes cardiovasculaires, sachant que leur unique source d'approvisionnement, ce sont les produits de l'aide alimentaire et qui sont des produits ultra transformés avec faible valeur nutritionnelle. Et donc, on a décidé avec nos sociétaires et un acteur régional à l'époque, qui existe toujours, le GESRA en Rhône-Alpes-Auvergne, de rendre accessibles les produits bio en installant d'abord des meubles vrac dans des épiceries sociales et solidaires et en mettant en place aussi une collecte bio-solidaire qui est une autre opération de collecte. Vous avez les collectes banques alimentaires, Restos du Cœur. Et en fait, le constat qu'on a fait, c'est que lors de ces opérations de collecte pratiquées dans la grande distribution, il y a un chiffre d'affaires assez conséquent. Parce que vous, clients, vous faites vos courses habituelles et vous rajoutez 2, 3 petits produits en plus pour faire un don, donc un acte de générosité. Mais les acteurs de la grande distribution, eux, à la fin, c'est un chiffre d'affaires assez conséquent. Ah, on ne le sait pas. Hein. C'est quand on en parle qu'après on le sait. Et donc nous, on s'est dit, non, c'est pas possible, c'est pas du tout cohérent, on n'est pas dans une démarche de solidarité. Et donc, on a créé notre collecte, qui est la collecte bio-solidaire, qui a lieu tous les ans vers la mi-juin, où nous, Biocop, les magasins et la coopérative s'engagent à reverser sa marge bio-solidaire, et à reverser sa marge par rapport aux produits donnés par nos clients. Voilà. Et on a voulu aller encore plus loin. Donc ça, c'est nos programmes dont on est opérateur. On soutient des associations qui sensibilisent à l'alimentation bio, notamment les jeunes générations. Mais comment apporter un changement structurel autour des inégalités alimentaires? Nous, ça a été la rencontre avec la sécurité sociale de l'alimentation, de part sur le terrain, avec des rencontres entre magasins et des collectifs de citoyens. Et ensuite, nous, Fonds Dotation, on a souhaité déployer ça nationalement et je vous en parlerai lors de notre échange. Dalila Abbas. Bonjour à tous. Donc moi je suis Simon Bridonneau, je viens de Normandie et je suis cofondateur de la maison des semences paysannes de Normandie qui s'appelle Triticum, qui veut dire blé en latin. Je suis aussi administrateur du réseau Semences Paysannes France. Moi en fait je viens témoigner de ce qu'on a activé depuis 2019 en Normandie, c'est-à-dire la participation des citoyens, non pas essentiellement en tant que consommateurs, mais aussi en tant que aide à la production. Nous gérons une collection d'à peu près 300 variétés de céréales non issues de la biogénétique et de l'industrie, ainsi qu'à peu près 250 variétés de potagères. On fédère à la fois donc des agriculteurs, des maraîchers, mais aussi des meuniers, des transformateurs, des boulangers. Mais l'association est une maison des semences un peu, je dirais, nouvelle génération. Elle a la particularité de fédérer un quart de professionnels, comme c'est le cas historiquement dans le réseau Semences Paysannes, mais aussi beaucoup de citoyens, finalement, de gens qui sont pas trop compétents à la base et qui viennent apprendre. Donc ça prend une forme d'université populaire un peu vivante.
Au niveau des travaux qu'effectue l'association, donc qui est présente dans les 5 départements normands, il y a un gros pilier sensibilisation qui nous permet en fait de parler alimentation au grand public et finalement d'essayer de réduire la distance et la fracture qu'on observe entre les consommateurs et les producteurs, qui est une fracture qui est profonde, étant donné qu'aujourd'hui la plupart des Français habitent en ville ou ont un mode de vie urbain. On anime une ferme pédagogique urbaine qui nous permet en fait de montrer toutes ces questions vraiment pratico-pratiques à Rouen. Donc c'est des questions d'agronomie, c'est des questions de biologie, c'est aussi des questions de transformation, de cuisine. Voilà, donc je viendrai témoigner, je dirais, aux côtés d'experts de la SSA pour montrer que finalement cette mise en action des citoyens est de notre point de vue la clé manquante aujourd'hui en France. C'est-à-dire qu'on a délégué ces questions alimentaires et tout à fait, mais on a un problème aussi de connaissance et de compétences, c'est-à-dire que la plupart des gens mangent sans vraiment comprendre ce que le système alimentaire induit. Par exemple, si je vous demande aujourd'hui, est-ce que vous connaissez la recette du pain de mie Jacquet, vous ne la connaissez probablement pas, et c'est sûrement mieux comme ça d'ailleurs. Le premier ingrédient doit être de l'huile et du sucre. Eric, moi, je suis animateur à l'association Omaki. On est une association d'éducation populaire dans le sud de Luberon, joli département de... Donc le Vaucluse, charmant département du sud de la France qui attire beaucoup de touristes l'été, mais qui est un département qui vit une très grande précarité du fait notamment de l'écroulement, ça se dit ça, l'écroulement, ouais. De l'écroulement de l'activité agricole, de l'activité de transformation alimentaire qui a fait la richesse de notre département pendant... Tchernobyl s'est arrêté à la frontière. On a des photos. Le Vaucluse, donc, oui, qui était un grand département de production alimentaire, beaucoup de primeurs, de transformation alimentaire. Et en fait, l'industrialisation de notre alimentation a désemployé ce qui faisait la force du Vaucluse. Et aujourd'hui, on a notre capitale, Avignon, a un taux de pauvreté de 32%. Cavaillon, c'est 28%, Apt, 27%. Qui étaient des villes qui ont vécu sur ces questions alimentaires. Donc il y a des vrais enjeux sur notre territoire, en tout cas, comme ailleurs, hein, sur comment se réapproprier notre alimentation. Et donc nous, en tant qu'association, on essaye d'agir sur notre tout petit territoire de 20 km², notre petit bassin versant à nous, sur comment essayer de reterritorialiser ces questions alimentaires, alors aussi bien du côté de la production, donc comment accompagner les productrices sur la mise en place de magasins de producteurs, de marchés paysans, d'abattoirs mobiles ou des choses comme ça. Comment travailler avec les élus sur construire des plaidoyers autour des questions foncières et remettre en culture les friches qui sont nombreuses par chez nous. Et puis après, d'essayer de structurer aussi avec toutes ces activités agricoles sur comment essayer à terme d'essayer d'avoir des chaînes logistiques de transport, de transformation qui sont à échelle humaine sur notre territoire. On se marre bien à essayer de faire tous ces petits trucs-là, quoi. Très bien. Alors, je vous propose, côté bon élève, une petite trame pour rappeler. Alors, c'est très court, hein, ça fera 4 minutes. Donc, le sujet porte sur les transformations sociales dans le système alimentaire. Donc, quand on parle de transformation du système alimentaire, on pense souvent à des changements techniques, à savoir produire autrement, consommer autrement, relocaliser, réduire l'impact environnemental. Mais en réalité, la transformation la plus profonde, c'est social, et elle est sociale. Elle touche à notre rapport à l'alimentation, au travail, à la dignité et à la démocratie. Donc, le constat qu'on fait au départ, c'est qu'aujourd'hui, l'alimentation est un facteur d'inégalité sociale, un accès à l'alimentation qui est profondément inégalitaire, en tout cas, accès à l'alimentation de qualité, une source de précarité pour les producteurs comme pour les consommateurs, un secteur qui est sous tension entre des prix bas, une rémunération insuffisante et l'urgence écologique, et donc un enjeu écologique majeur. Manger sainement est devenu un privilège, alors que c'est un besoin fondamental.
Le système alimentaire actuel ne garantit ni l'accès digne à l'alimentation, ni la reconnaissance du travail agricole, ni la préservation du vivant. Donc, ce que propose la SSA, c'est un changement de paradigme. La SSA, ce n'est pas une aide sociale de plus. Donc là, on revient aux 3 piliers de la SSA, c'est un droit universel à l'alimentation, un financement collectif, et qui est géré démocratiquement. Elle agit sur toute la chaîne alimentaire, que ce soit au niveau de la production, assurer des prix justes, des pratiques durables, au niveau de la transformation, de la distribution et de la consommation. La SSA, elle remet du collectif là où le marché a tout individualisé. Donc on passerait d'un système du marchand subi à un système collectif choisi. En quoi c'est profondément transformateur? La SSA transforme d'une part le rapport des citoyens à l'alimentation. Ils ont un accès digne à l'alimentation choisie. Ils ont un pouvoir d'agir. Ils ne sont pas seulement de simples, entre guillemets, consommateurs. Ils choisissent, ils participent, ils ne subissent plus. Pour le métier d'agriculteur et de producteur, on leur assure un revenu sécurisé. Ils ont une capacité à produire autrement, à faire des choix également agroécologiques, et ils ont une reconnaissance sociale. Au niveau des territoires, ça permet la relocalisation, la résilience alimentaire, le développement de liens sociaux, de coopération locale renforcée. Et au niveau de la démocratie, les citoyens décident ensemble de ce qui fait la bonne alimentation, donc de la démocratie alimentaire, et une justice sociale plus une transition écologique. Donc la SSA ne transforme pas seulement ce qu'on mange, elle transforme la manière dont on fait société. Ce que je vous propose, c'est un premier thème central pour initier la discussion, si vous en êtes d'accord, bien évidemment. En quoi la sécurité sociale de l'alimentation peut-elle transformer concrètement la vie des gens, que ce soit les paysans comme les citoyens, ici et maintenant? Alors, comme j'ai le micro, je vais répondre. J'ai pas attendu que la SSA soit théorisée pour faire ce que j'ai cru bon devoir faire. À Colombes, en 2008, il y avait un créneau. Je ne l'ai pas fait toute seule, je l'ai fait avec un jeune ingénieur de chez Thales qui venait de créer une AMAP à Colombes. On cherchait tous les deux des friches, chacun de notre côté, puis tout d'un coup on s'est dit, bon, on va aller chercher ensemble. On a trouvé une un jour, et on a démarré, on a planté 2 choux, chacun le sien, symboliquement, au milieu de 5000 m² qui appartenaient donc à la poste de Nanterre. Puis on est allé vite le dire au maire de gauche, Philippe Sarr, en lui disant voilà, on a fait un peu des trucs illégaux, on a mis un panneau, permis de jardiner avec un faux numéro, bon. Venez avec vos petites pelles, celles de vos enfants même. Ça a très très bien marché. Hein? Et ça a donné l'agrocité, ensuite quand tout le monde s'en est mêlé, et la mairie, et les éco-box, les architectes roumains de Paris-Centre. Ça a drainé des étudiants de toute l'Europe, parce qu'il y avait ensuite un bâti, de la phytoépuration, de la collecte d'eau de pluie sous le pilotis pour ensuite arroser l'été, toilettes sèches, poulailler, j'en passe, et café, et fabrication ensuite avec les produits de chaque parcelle, et surtout dignité retrouvée à égalité, en horizontalité. Je suis très fière de ça. On est très fiers tous les deux. Ce jeune qui s'appelle Denis Durepère, salut Denis, qui maintenant est maraîcher, alors qu'il était ingénieur, développeur, programmeur à Thales, et qui pratiquait déjà le freinage. Donc on n'a pas attendu la SSA. Pour répondre à ta question, ce qui a tout de suite pris et la réussite est même pérenne, malgré vous imaginez, il y a eu des hauts, des bas, des gens qui voulaient attraper la couverture à eux, qui disaient ouais c'est nous les chefs, c'est nous qui décidons. Non,
à un moment, la mayonnaise a tellement bien pris que quand le maire a changé, que c'est devenu de droite, et que la mère a dit mais qu'est-ce que c'est ça, moi je vais faire mon truc à moi, mais ça marchait déjà trop bien. Et il y a eu 1000 habitants qui se sont levés, qui ont dit c'est quoi ça, ces bulldozers pour bousiller notre bâti, et ces huissiers pour dire qu'on est à une semaine près de je sais pas quoi. Ils ont dit niet, et la maire de droite, Madame Bouetta pour ne pas la nommer, a calé. Elle a calé. Voilà pourquoi depuis 2008, le machin, il est pérenne. Et voilà pourquoi la mairie de Gennevilliers a ouvert les portes grandes, et que maintenant, M. Arnaud, de Chèque Déjeuner, qui a parlé tout à l'heure, vient à Gennevilliers. Parce que maintenant, autour de cette ferme urbaine, qui s'appelle l'agrocité du quartier Agnette, il y a la MAP, il y a l'épicerie solidaire, il y a la Gennevilloise, il y a la mairie qui se responsabilise, qui comptabilise, qui sait qu'il ne faut pas mettre des gros mots dans tout ça, parce que tout le monde y est maintenant. Les habitants se sont emparés de leurs choses à eux, et personne ne va les machiner. Donc, SSA, je ne sais pas, mais en tout cas, ils ont tous touché la terre et retrouvé leur amour de la terre et de ce que ça fait comme enracinement. C'est Somac qui a parlé tout à l'heure, hein, d'enracinement. Peut-être qu'on peut. Merci pour ton témoignage. C'est plus qu'un témoignage. Non, mais c'est ça. C'est un truc qui est pérenne là maintenant. Vous voyez, c'est plus moi. Ça y est. Il y a des je prends juste... qui se sont dressés. Ouais, on peut... Maintenant, il y a toute la ville de Gennevilliers, plus la ville de Colombes qui est devenue une Colombe. Juste pour que tout le monde puisse parler, on peut peut-être se répartir la parole, juste et avoir des prises de parole synthétiques. Sans avoir besoin de la notion de SSA. Oui, oui, bah après du coup là on est là aussi pour parler de SSA peut-être, c'est pour recadrer un peu le cadre de la table ronde. Non mais je pense que vous avez eu suffisamment de prises de parole. Qui met toutes les petites graines dans des enveloppes. Oui, peut-être que juste on peut... Ouais, au sujet. Peut-être laisser la parole à tout le monde. Oui. Mais bien sûr. Voilà. Il se trouve que... Et moi je profite, j'avais levé la main, je suis preneuse d'avoir un tour de parole juste pour vous poser une question à tous les trois. Parce que moi sur le thème de la table ronde, je l'imaginais un peu comment la SSA peut avoir une transformation sociale peut avoir un effet de transformation sociale sur les filières. Et du coup, je trouvais ça intéressant de vous poser peut-être une question à tous les trois. Côté Biocop, est-ce que les expérimentations qui sont en lien avec vos Biocop à l'échelle locale, comment ces projets-là font aussi bouger les lignes chez vous? Est-ce que ça a eu un impact notamment sur l'interrogation de conditions sociales de travail dans les Biocop? Ça m'intéresse de savoir. Peut-être côté semences paysannes, de savoir aussi comment l'implication de la participation des citoyens vient aussi bousculer des croyances que vous aviez aussi plutôt agri. Moi, ça m'intéresse aussi. Et Eric, aussi voir comment vous imaginez le caractère de transformation des filières, peut-être avec l'expérimentation de Cadenet et le conventionnement. Enfin, moi, je pense au conventionnement à taux différenciés. Je pense que ça serait intéressant aussi de voir comment il y a un accompagnement de la restructuration des filières. Je ne sais pas si vous voulez répondre. Alors, au niveau de l'impact social sur les magasins Biocop ? Ou pas. Enfin, je pense peut-être vous faites, parce que j'ai eu écho que ce matin, on faisait écho aussi à un conflit social qu'il y a eu dans un des magasins Biocop, là, à Paris, peut-être, ou non? D'accord, ok. Ouais. Je vais vous dire comment ça se passe. Alors, nous, dans les expérimentations locales de SSA, à l'origine, avant que le fonds de dotation Biocop, donc au niveau national, on s'empare un peu du sujet pour essayer d'acculturer nos sociétaires magasins à cette thématique-là. C'est d'abord nos magasins, enfin c'est les magasins, c'est les gérants et les équipes de magasins qui ont d'abord été sollicités en direct par les collectifs de citoyens qui pilotent en local les projets de caisses locales, qui ont été sollicités soit comme des lieux de distribution conventionnés. Les collectifs de citoyens identifient les lieux de distribution conventionnés et ils pensent notamment à des magasins Biocop,
ou ça va beaucoup plus loin. Là, je prends l'exemple qui est assez exemplaire de la caisse locale, la caisse sociale d'alimentation de Saint-Étienne, où donc c'est la Scope Bionacel, donc c'est une coopérative de consommateurs à la tête du magasin Biocop, qui ont été associés dès le départ au sein du collectif, en tant que partie prenante, pour amener des réflexions. Et cette caisse a mis quand même pas mal de temps à se créer, 3-4 ans. Et le magasin a associé les producteurs locaux dans la réflexion sur les débouchés, l'approvisionnement de produits bio. Et dès que la caisse a été créée officiellement, et a été lancé plutôt, le magasin s'est désengagé et a eu le statut uniquement de lieu de distribution conventionné, pour pas un mélange de genres, quoi. Ça, c'était extrêmement important, de pas être à la fois acteur et aussi redistributeur ou bénéficiaire. Ça, c'était hors de question. Et ça, c'est des bonnes pratiques, on va dire, qu'on a mis en avant lors de notre dernière AG auprès d'autres sociétaires qui ne connaissaient pas, lors de notre congrès de juin dernier, ils ne connaissaient pas du tout la sécurité sociale alimentaire. Donc on a fait toute une après-midi lors d'un congrès quand même dédié à la SSA avec une formation de Mathieu Dalmé et comme ça se passait à Montpellier, illustration avec la Caisse sociale d'alimentation de Montpellier et la valorisation de ces expérimentations de Saint-Étienne et tout. Donc en fait, au niveau social, c'est plus au niveau de la co-construction, de la coopération. Ça, j'ai envie de vous dire, ça fait un peu partie de l'ADN de Biocop. Moi, ça fait 11 ans que j'y suis. Je suis sociétaire salarié de la coopérative. Je me sens partie prenante de la coopérative parce que je siège dans des instances, je suis élue sociétaire, donc je participe à la co-construction de la stratégie. Là, je suis dans une commission stratégie, communication et marque, donc je co-construis la stratégie de la... Donc c'est un peu comme ce fonctionnement qu'on retrouve dans les caisses sociales de l'alimentation. Donc on a fait un film sur la Caisse sociale de l'alimentation de Saint-Étienne. On était lors d'une matinée de travail. Voilà, il y a des affiches, des post-it et tout. J'ai l'impression de me retrouver dans les mêmes modes opératoires de co-construction, de coopération, quand on amène une réflexion au sein de la coopérative Biocop, quoi. Donc, je trouve que le fonctionnement est similaire. Voilà, de par mon expérience, alors là, plus ma casquette en tant que sociétaire salarié de la coopérative. Je sais pas si... Donc en Normandie, ce qui se passe sur ces questions de filière liées aux semences paysannes, c'était un enjeu en fait de réussir à faciliter l'identification des produits par les consommateurs, étant donné qu'on a aujourd'hui un problème de brouillard organisé, de distance et de brouillard organisé entre les produits alimentaires et les consommateurs. Ça vient du système alimentaire industriel, qui est composé d'un certain nombre de maillons, qui va de la semence au point de vente. Donc, ce qu'on observe là, c'est que la SSA finalement remonte par du lieu de point de vente pour commencer à amener de la démocratie et à dissiper le brouillard. Une maison de semences, elle va partir vraiment de l'autre extrémité du système. Elle va partir de la semence et elle va finalement essayer de reprendre du contrôle. Aujourd'hui, on a massivement une perte de contrôle sur ces questions alimentaires. Si on prend les gros volumes en France de produits consommés, ça se passe essentiellement en grande surface et c'est essentiellement issu de logiques industrielles, induisant un certain nombre de produits et de dépendances et d'externalités négatives, notamment, vous la connaissez, la problématique de la pollution, qui est tant au niveau du foncier, au niveau de l'eau, de l'air, mais aussi au niveau de la santé, que ce soit les paysans, que ce soit les consommateurs. On a aujourd'hui énormément de problèmes aussi qui sont liés au plastique. Le système alimentaire industriel induit évidemment une concentration des points de production, beaucoup de transport. Qui dit transport dit emballage plastique pour maintenir la fraîcheur. Donc on a en fait aujourd'hui un système qui est de notre point de vue verrouillé et qui en fait ne peut pas être réformé. Et c'est en ça qu'on a besoin maintenant de postures innovantes.
qu'elle soit sociale, mais aussi technique. C'est-à-dire que, enfin là, vous devez suivre l'actualité, vous voyez que plus ça va mal, plus en fait l'industrie est en train de pousser, à Bruxelles notamment, pour casser les barrières et les règlements qui limitaient quand même l'usage de certains pesticides ou l'usage de certaines pratiques. Donc cette notion de système de chaîne, nous on l'explique souvent aussi pour que finalement les consommateurs que nous sommes, on comprenne qu'on a complètement été dépossédé de la décision parce que ça se passe ailleurs. Et si je reviens à la question de la semence, il faut comprendre aujourd'hui que les semenciers sont aussi les chimistes. Que si on veut sortir des pesticides, il faut changer de plante en fait, parce que les semences dans le monde sont vendues majoritairement par 4 géants qui sont BASF, qui sont Bayer Monsanto, qui sont Corteva les Américains et qui sont Limagrain les Français, qui sont des structures en fait qui vendent des semences mais qui font pas la majeure partie du chiffre sur ça. Elles vendent des semences qui sont associées à des biocides, qui ont donc besoin et qui ont besoin en fait d'itinéraires techniques pour que ça fonctionne. Donc les rendements aujourd'hui alimentaires sont garantis par des pratiques qu'on peut pas réformer comme ça, et de toute façon qui sont défendus par des forces qui ne souhaitent pas que ça change. Donc la question, je crois aujourd'hui que la SSA aussi peut venir bousculer, c'est comment est-ce qu'on refait système. Sans ça, de toute façon, ça coincera. D'ailleurs, vous voyez, ça pourrait commencer à bouger un peu sur les fermes. Il y aurait en France une approche un peu plus paysanne, qu'à cela ne tienne. On va prendre tout l'amont, hop, on va le basculer au Brésil, et comme ça, il n'y a plus de sujet. Ce sera les mêmes entreprises qui vont vendre les semences, les produits. C'est exactement les mêmes. Il y a juste un peu de bateau à faire. Mais ça, c'est pas un souci. Donc finalement, ce qu'on voit, c'est que exactement comme l'industrie a rationalisé les recettes pour acheter du blé le jour où le blé n'est pas trop cher pour mettre dans la recette, et puis on bascule avec de l'amidon de maïs si le cours du maïs est plus intéressant. Donc ils ont tout organisé comme ça pour pouvoir, si vous voulez, casser toujours les résistances. On a la même chose maintenant au niveau international avec des accords de libre-échange. Tout ça pour dire que la question est complexe et tout ça va impliquer qu'on imagine autre chose. Et en ça, il y a beaucoup de travail et heureusement, les choses commencent à se lancer. Je passe là. Attendez, j'ai pris 2-3 notes là parce que... déjà, je pense en quoi la SSA peut effectuer une transformation dans les filières aujourd'hui. Cette question, selon moi, elle n'a pas la même réponse en fonction du niveau auquel on regarde le mot sécurité sociale de l'alimentation. Je pense qu'il y a une réponse qui est induite par la proposition transformatrice qu'est la SSA au niveau macroéconomique. Et après, il y a j'ai complètement perdu des apprentissages qu'on peut tirer des expérimentations qu'on mène à droite ou à gauche. Pour un peu clarifier ce que je veux dire, c'est que moi j'ai eu la chance de découvrir la proposition de sécurité sociale de l'alimentation via la vision qu'en a Réseau Salariat. Et Réseau Salariat fait une référence au régime général de la sécurité sociale tel qu'il a existé entre 1945 et 1967 et qui, à l'époque, nous a permis, puisqu'on avait la main sur le pouvoir de décision dans les caisses, de à la fois permettre le remboursement des soins des Françaises et Français, mais par ailleurs d'investir à la construction d'un système de santé. Et si aujourd'hui, on a été à la fin des années 70 le pays qui était le plus en avant sur les questions de santé, c'est parce qu'on a construit nos fameux centres hospitaliers universitaires qui, à l'époque, ont été construits uniquement sur nos cotisations sociales sans jamais passer par l'emprunt bancaire. C'est quand même aujourd'hui à noter, à une époque où on nous vend le partenariat public-privé. Le fait d'avoir eu cette approche sur de construction de la proposition de sécurité sociale de l'alimentation, en fait, c'est qu'elle montre que au-delà du mythe de l'investisseur, on a pu, nous, travailleuses et travailleurs, construire un système de santé
qui nous appartenaient et qui du coup, on était à la fois usagers et décideurs. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne va pas transformer le système alimentaire dans les 3 semaines qui viennent comme ça, mais en tout cas d'avoir cette perspective que le changement macroéconomique qu'induit la sécurité sociale de l'alimentation va avoir un impact extrêmement fort dans la transformation des systèmes alimentaires si on prend en compte cette question de l'investissement. Du coup, je pense que c'est une question qu'il ne faut jamais oublier dans toutes nos discussions qu'on peut avoir autour de la SSA. Et voilà, donc ça c'est d'un côté. De l'autre côté, on a nos expérimentations locales. Donc que je me répète, nos expérimentations ne sont pas des expérimentations de sécurité sociale de l'alimentation. On fait des expérimentations de démocratie alimentaire. Nous, à Cadenet, je pense qu'on a expérimenté une convention citoyenne de l'alimentation qui a débouché sur la création d'une caisse locale de l'alimentation de Cadenet. Mais le fond du truc est quand même de travailler plus sur l'aspect démocratique de qui décide de ce qu'on mange. D'ailleurs, petit spoil, mais tout à l'heure, on va sur la place de la République poser la question aux passants de qui décide de ce qu'on mange. Je vous invite à venir nous rejoindre. Le fait que, je te rejoins beaucoup sur le fait que l'agroalimentaire a mis à distance les mangeurs depuis bien longtemps. On ne sait pas du tout de quoi sont faits les produits qu'on mange. Et pas plus chez Carrefour qu'à la Biocoop. Hein. Je pense que la crème de soja, je ne sais pas du tout comment elle est fabriquée. Quoi. Je n'ai pas du tout la maîtrise sur ces objets-là. Et cette mise à distance, en fait, elle a permis ce truc qu'aujourd'hui, on a une nourriture qui nous empoisonne. Hein. Il y a 2-3 rapports internationaux qui sont sortis ces derniers mois sur les impacts des produits ultra transformés, notamment. Moi, j'ai halluciné sur les enjeux de dépression et de mal-être, quoi. Et donc cette mise à distance, en fait, elle a retiré toute la question de l'empathie qu'on peut avoir avec à la fois le monde agricole, mais aussi le monde de ce grand flou du milieu de la transformation alimentaire. 60% des produits alimentaires qu'on mange sont des produits transformés. Hein, donc, ne regardez que l'axe agricole, souvent, est une œillère qu'on doit enlever, quoi, parce qu'en fait, si on veut regarder notre alimentation, il faut regarder aussi toutes ces étapes-là. Et le fait de participer à ces conventions citoyennes de l'alimentation, je trouve que ça permet aux habitantes des territoires de se ressaisir de la complexité des enjeux des systèmes alimentaires et de rendre désirable cette transformation. À Cadenet, là, ils ont réalisé leur fresque de l'alimentation durable en 2052. De s'être projeté là-dedans, ça a permis de mettre... Il y a une ligne de train qui traverse la montagne maintenant pour nous approvisionner en cacao et autres trucs. On peut projeter, hein, c'était juste... Bref, pardon, excusez-moi. Et donc, en fait, d'avoir de l'empathie pour le système alimentaire nous permet d'essayer de pouvoir l'aborder. Aujourd'hui, dans tous mes amis qui soient islamo-gauchistes ou bobo-écolo, je n'en connais pratiquement aucun qui va dire à son fils « deviens agricultrice ». Oui, c'était pour la blague. Mais ce truc-là n'existe pas. Personne ne va dire à sa fille « deviens artisane ravioli » ou « deviens meunière ». En fait, ça n'arrive plus. Ce monde de l'alimentation est devenu un endroit auquel on n'a plus du tout accès. Et donc, j'ai l'impression que... de travailler ces conventions citoyennes de l'alimentation nous permettent aux participantes qui viennent de se saisir de ces enjeux, de les rendre désirables et de peut-être imaginer elles-mêmes un jour devenir artisane ravioli ou agricultrice, etc., etc. Et donc, je pense que c'est à cet endroit-là. Et donc, c'est là qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment des gros besoins financiers de manière à pouvoir créer 1000 conventions citoyennes en France, que ces conventions citoyennes, elles aient lieu dans les quartiers populaires, les zones pavillonnaires, les zones rurales très éloignées, les quartiers des grandes villes, mais qu'on donne vraiment ce truc-là. Parce que là, nous, on a 30, 40 expérimentations en France qui concernent des fois 25 ou 30 personnes. C'est pas à cet endroit-là qu'on va faire une transformation sociale. On a besoin d'un cadre qui soit plus ambitieux à ces niveaux-là, parce que clairement, je vois deux claquistes en face de moi. Je pense que votre rapport à la filière de l'alimentation aujourd'hui n'est pas le même qu'il était il y a 3-4 ans, quoi. Et donc, cette empathie vis-à-vis de ce truc-là, pour moi, il est nécessaire pour se réapproprier l'envie d'avoir des systèmes alimentaires
durable, quoi. On voit n'importe quel adjectif qu'on peut mettre derrière. Ah oui, tu voulais que j'enchaîne sur les 3... Ouais, juste pour un des trucs qui peut influencer sur la transformation du système alimentaire, effectivement, le système de conventionnement qu'ont choisi les claquistes, là, les participants et participantes à la claque, c'est un système de prise en charge de l'alimentation un peu calqué sur le modèle du médicament, où les aliments, en fonction de leur adéquation avec l'avenir alimentaire désirable qui a été projeté, vont être pris en charge de 0 à 100% en passant par différentes strates. Donc on a 0, 30, 70 et 100%. Et en fait, ce truc d'avoir on l'avait pas du tout capté au début, quoi. Mais ce truc d'avoir des différents niveaux, en fait, c'est que ça permet à n'importe quel acteur du système alimentaire de venir rentrer au niveau où il en est pour progresser. L'épicière qui vend que du jambon sous nitrite ou de la farine blanche dans des sachets, elle peut se dire, ah bah tiens, tout ça c'est pris à 0%, mais si je me trouve un fournisseur de roquefort de qualité que je pourrais mettre, il serait peut-être pris en charge à 30%, et du coup je transforme mon unité de vente. Un boulanger peut se dire, ah bah tiens, je vais faire du pain au levain avec de la farine bio dans le même four. Et tac, il peut rentrer dans un petit truc à un endroit. Et la boulangère qui travaille avec des farines bio, peut-être qu'un jour, elle imaginera devenir paysanne boulangère aussi. En fait, c'est que d'avoir ces trucs de strates, en fait, c'est que ça permet des évolutions accessibles du système alimentaire. Et on n'a pas simplement un passage de 0 à 100% de je suis conventionné ou pas conventionné. Et du coup, je trouve que c'était un effet induit non prévu de ce système de conventionnement. Merci, c'est riche, effectivement, le retour de l'expérimentation là de Cadenet. Je me demandais, moi, du coup, je vous interroge tous les trois parce que c'est vraiment, j'ai envie qu'on saisisse l'histoire de la transformation des filières. On a 80% de l'alimentation qui est distribuée en circuit long. Pour moi, c'est ça, filière, en fait. C'est comment on va du producteur au mangeur. Et donc, si la SSA vise du circuit court, parce que c'est quand même majoritairement ce que j'entends depuis ce matin, court à moyen, puisque pour les produits transformés, il faut forcément un transformateur au milieu. Du coup, sur les 1,5% d'actifs qui sont entre agriculture et transfo agro, il y en a la moitié qui sont dans les usines de transfo agroalimentaire. Ils deviennent quoi, ces humains qui sont déjà relativement précaires? Est-ce que dans le monde désirable qu'on veut construire ensemble via la socialisation de l'alimentation, SSA ou autre, en fait, on s'en fout. Est-ce que le transfert, on va dire, d'emploi a commencé à être réfléchi avec eux, ou est-ce que c'est un facteur qui est encore un peu éloigné? Voilà. Merci. En tout cas, de notre côté, il n'est pas travaillé avec eux parce qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens de rentrer dans l'usine. Ça fait longtemps qu'on essaye de rentrer chez Liebig et Panzani autour de chez nous, mais on n'arrive pas, on n'a pas d'autorisation à rentrer dans les usines comme ça. Je vais décaler un peu ma réponse. À Cadenet, il y a 4300 et quelques habitants, un truc comme ça. Si on permettait à chaque habitante de Cadenet d'être remboursée à hauteur de 150 € par mois, ça représente une somme de 8 millions d'euros. Le magasin de producteurs de Cadenet, qui rassemble 72 fermes, il a un chiffre d'affaires cette année, enfin l'année dernière, de 1 million d'euros. C'est-à-dire que si demain, à Cadenet, on devait pouvoir le faire, en fait, il nous faudrait 8 fois ce magasin de producteurs. En fait, ça ferait pas 8 fois 70 fermes pour autant, je ne le dis pas, mais ça ferait c'est inaccessible. On ne peut même pas le faire. C'est-à-dire que si demain on recevait 8 millions d'euros, en fait, on assécherait toute la production de qualité de la moitié du territoire de chez nous. En fait, parce qu'on n'est même pas du tout structuré pour ça aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est là où on voit que ça va être des évolutions très lentes. Et par contre, je pense que de sortir de l'usine Panzani pour créer des artisans raviolis, il suffit de traverser la frontière en Italie, dans tous les villages, il y a des vendeurs de pâtes fraîches qui sont là, à côté des gelaterias, il y a des vendeurs de pâtes fraîches. Donc, c'est pas impossible d'avoir un autre système. Et d'ailleurs, ces raviolis sont bien meilleurs que ceux de la boîte de chez Panzani, quoi. Donc,
on peut et potentiellement, la disparition d'une usine Panzani permettrait de créer 5 fois plus d'emplois qu'elle n'en fait elle-même, quoi. Mais tout ça, c'est des travaux qu'on a menés, je pense, aussi avec des économistes pour avoir des réflexions de filière, parce qu'en fait, c'est clairement ce que tu soulignes, c'est que c'est très très long, en fait, ces objets-là, quoi. En Normandie, ce qu'on observe, c'est la création d'emplois sur les fermes qui transforment en fait les productions agricoles en aliments. Une expression que peut-être des personnes qui ont les cheveux gris peuvent peut-être se remémorer, c'est l'expression « produit fermier ». Vous savez que ça n'existe plus trop malheureusement. C'est-à-dire produits alimentaires fabriqués à la ferme. Et historiquement, une ferme ne produit pas des matières premières agricoles qu'on baigne dans une charrette 33 tonnes avec 3 essieux pour aller dans une usine. Et historiquement, une ferme produit différents éléments qui se mangent, pratique la polyculture élevage avec différents types d'animaux. C'est pas que des vaches ou que des moutons ou que des canards. Dans l'histoire, on avait une diversité en fait vraiment de production à la ferme. Toute cette diversité, elle implique énormément de main-d'œuvre. Vous devez nourrir tout ce petit monde, vous devez produire in situ les aliments pour les animaux. Vous devez aussi gérer différentes récoltes, les stocker, suivre un calendrier plus complexe. Les parcelles sont plus petites, il y a des haies, il faut les entretenir. Vous avez finalement un certain nombre de fonctions qui aujourd'hui ont disparu des grandes fermes, qui réapparaissent dans un système de production fermier. Donc déjà là, on crée des emplois. Ce qu'on observe nous aujourd'hui en Normandie, c'est que des fermes, j'en ai une en tête, là, 70 hectares, pour du conventionnel, 70 hectares, ça ne suffit même pas à créer un emploi. Sur cette ferme où on a aussi un moulin et un four à pain, où on fait des pommes de terre et des carottes et des betteraves en bio, et où on fait aussi un petit peu de viande de bovin, on a 5 personnes qui travaillent. Donc on voit que sur 70 hectares, on peut créer 5 emplois. Cette question de l'emploi dans les filières, elle est aussi liée, je crois, à là où travaillent les gens dans les villes. Dans les villes, ce qui se passe, c'est que le rythme, de toute façon, tel qu'il est insufflé par la modernité, ne permet pas vraiment d'interagir profondément. Nous, ce qu'on observe dans nos associations locales, c'est que ce sont les gens qui sont, à un moment donné, au chômage, ou qui souhaitent se réorienter, qui vont avoir une phase un peu de quelques mois là, à dispo, qui vont rechercher une dynamique collective, qui vont s'approcher d'une maison de semences. On a aussi des gens qui ont décidé de travailler un peu moins et qui vont être à 80% et qui vont vouloir donner une journée par semaine pour aider un projet alimentaire local. Donc ça va être, chez nous, ça va être participer à la gestion des semences, mais ça peut être aussi donner un coup de main à un agriculteur ou aller à des réunions de PAT. Et finalement, ce qu'on voit, c'est qu'il faut redonner du temps et on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri non plus de se sentir appelé par la boulange et avoir envie d'apprendre vraiment la production de pain pour devenir boulanger et finalement lancer une petite boutique qui viendra concurrencer les géants maintenant des boulangeries de rond-point que vous avez dû voir apparaître, qui sont toutes ces grandes enseignes qui sont en train en fait d'attirer les consommateurs pour un pain pas souvent de très bonne qualité mais qui peut tenir la route, mais surtout en détruisant du foncier avec des parkings autour des ronds-points. Donc finalement il y a une transformation qui se fait par la ferme, par la disponibilité et on va petit à petit comme ça avoir des alternatives. Mais en effet, je te rejoins, ça paraît très long. Et pendant ce temps-là, la méga machine continue. Donc, que va-t-il se passer ? Il y avait la question dans les filières de production, il y a toujours la question de la répartition de la valeur ajoutée et de la gouvernance de ces filières. On a entendu que ni l'un ni l'autre aujourd'hui sont vraiment très transparents dans les filières actuelles industrielles.
Et ma question, c'est comment, justement, dans les caisses locales, dans le projet de SSA au niveau national, on vient parler de cette gouvernance et de cette répartition de la valeur ajoutée dans les filières, et comment ça peut être travaillé, vous, dans ce dont vous entendez parler au quotidien. Est-ce que tu mets ça dans le sujet de l'évaluation? La valeur ajoutée, pour moi, elle est pas seulement comptable, c'est simplement la richesse, c'est comment on crée de la richesse collectivement, et qu'aujourd'hui on a, alors comptablement aujourd'hui, des cadres de l'industrie agroalimentaire qui sont surpayés alors que les ouvriers sont sous-payés, et des agris, c'était le directeur. Alors moi je viens de Bretagne, hein, donc un petit cadre agroalimentaire particulier, mais il y avait Doux qui avait dit, Doux, c'était ceux qui faisaient le poulet, voilà, à l'époque, qui ne s'appelle plus comme ça maintenant, qui avait dit il y a une vingtaine d'années, je vois pourquoi je paierais plus mes paysans que mes ouvriers. Et en fait, c'est une vraie question de qui gouverne et comment la valeur ajoutée elle est partagée. Et du coup, c'est comment on vient. Ma question, c'est un peu comment la SSA elle peut permettre de venir parler de ça. C'est une question très large. Alors, sur les filières de l'industrie agroalimentaire, je ne peux pas me prononcer, je ne les connais pas. Je peux juste vous faire partager notre expérience chez Biocop. Nous, on a une gouvernance collégiale, c'est-à-dire qu'au sein de notre coopérative, l'instance du CA, on a à la fois des gérants de magasins, mais également des paysans, qui sont des paysans et paysannes associés, des consommateurs et des salariés. Et nous, il y a un véritable partage de la valeur, c'est-à-dire le bénéfice net. Encore plus, je l'ai constaté lors de la période de décroissance qu'on a connue les 3 dernières années, avec une diminution drastique du chiffre d'affaires et fermeture de magasins. Le bénéfice net était réfléchi vers les magasins en difficulté, mais aussi la première année de décroissance. Mais surtout, nous, ce qui nous alerte, c'est l'amont, c'est-à-dire nos paysans, paysannes associés. On a une vingtaine de groupements de producteurs partenaires, donc avec des adhérents des fermes qui rencontrent de très très grosses difficultés économiques. Nous, là, je prends ma casquette fonds dotation. Nous, on soutient une association qui s'appelle Solidarité Paysans. On les avait soutenus avant le Covid. C'était majoritairement des paysans, paysannes conventionnels qui étaient accompagnés par rapport à leur modèle qui était à bout de souffle. Là, on les soutient depuis l'année dernière et on voit arriver de plus en plus de paysans et paysannes bio qui rencontrent des grosses difficultés. Solidarité Paysans Bretagne, ils accompagnent plus de 40% de paysans et paysannes bio. Donc on voit qu'il y a, il y a une crise agricole qui touche, on va dire, toutes les filières et qui impacte la casquette bio, la filière bio. Et on n'est pas du tout aidé par les pouvoirs publics. On ne sait pas si l'agence bio va être pérennisée. Enfin voilà, en ce moment, c'est très compliqué. Et en fait, ce que je disais tout à l'heure, la SSA, c'est... moi, je vois le modèle de gouvernance, elle est partagée entre citoyens. Alors, vraiment, les projets de caisse sociale, l'alimentation, c'est porté par les citoyens. Il faut l'avoir en tête. C'est eux qui sont à l'initiative des projets et peuvent être aidés par la suite par des collectivités, éventuellement des associations, bien évidemment, éventuellement des entreprises partenaires, mais ce sont les citoyens qui sont à la fin à la fois bénéficiaires et décisionnaires. Après, pour moi, le modèle vertueux, c'est le modèle de coopération, mais vous parlez de cette industrie, enfin ces coopératives, je pense, agricoles, qui se présentent comme des coopératives avec un mode en principe de gouvernance partagée, mais ce qui n'est pas le cas, on va dire, factuellement, dans la réalité. Comment faire évoluer leur mentalité, ça c'est en termes d'exemplarité, c'est-à-dire de promouvoir des modèles vertueux de gouvernance partagée, les rendre visibles. Je pense que ce qui nous pose problème, c'est le déficit de notoriété et de visibilité. C'est qu'on les voit, ils ont pignon sur rue, ils sont sur les plateaux télé, ils ont leur entrée. Et nous, c'est de démontrer peut-être qu'il y a d'autres modèles qui existent, dont les modèles de SSA, qui, je pense, pour l'instant,
reste, on est un peu dans notre écosystème, quoi. Nous, on sait non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Enfin, on peut parler dans notre entourage, caisse sociale d'alimentation, qu'est-ce que c'est? Même ce que je vous disais, chez Biocop, nous, on avait des sociétaires magasins qui ne connaissaient absolument pas ce que c'était la sécurité sociale. On a profité d'un congrès pour les acculturer. Je pense qu'il y a, alors même si on a des députés, voilà, qui un peu portent la voix, des Boris Tavernier entre autres, voilà, dans l'hémicycle, c'est pas encore suffisant. Je pense nous en tout cas, Biocop à travers le fonds de dotation, on va encore cette année reconduire un appel à projet qu'on fait pour soutenir des caisses sociales d'alimentation. Ben, on fait des films, notamment la caisse sociale d'alimentation de Saint-Etienne. On a fait une version courte l'année dernière. Ben, on va faire une version longue et on va essayer de diffuser ça via nos canaux de communication, puisque je pense que les citoyens ont besoin de savoir si vous êtes pas, vous ne siégez, enfin, vous ne participez pas à une caisse sociale d'alimentation, je pense qu'il faut leur faire connaître pour que ça émerge, pour que des caisses sociales d'alimentation se déploient un peu partout dans les territoires, quoi. Sur la question de la gouvernance de filière, on mène en fait en Normandie, autour des semences paysannes de céréales, un projet de filière autonome. Donc on a réuni derrière une appellation qui s'appelle les filières POP. POP pour variété population, c'est un terme un peu technique pour expliquer en fait qu'il s'agit de variétés qui ne sont pas homogénéisées, qui ne sont pas issues de la biogénétique. Donc ce qu'on a fait pour lancer ça, c'était de créer un comité de pilotage qui réunissait 2 agriculteurs, 2 paysans boulangers, un meunier, 2 boulangers et 3 consommateurs. Ces 12 personnes en fait ont discuté selon un tempo et un plan qui a été proposé par l'association pour réussir à construire des règles communes. La question du prix évidemment a très vite été au cœur du débat. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que la définition de la valeur, elle se fait beaucoup par celui qui est au contact des clients. D'ailleurs, à peu près dans toutes les affaires, finalement, celui qui détient les clients détient quand même une part du pouvoir. On a su quand même finalement, je dirais, amener à chaque étape, chaque corps de métier, c'est-à-dire ceux qui produisent la denrée agricole, ceux qui font la première transformation, les meuniers, et ceux qui font la deuxième transformation, les boulangers, à parler avec une forme de transparence quand même sur les coûts réels. Voilà, donc évidemment il y a eu des tensions. Faut quand même être clair parce que finalement il y a notamment chez les boulangers ceux qui ont une approche un peu plus je dirais qualitative, qui vont s'interdire l'usage de farine bio, de blé moderne, qui vont essentiellement être sur les semences paysannes, sachant que le coût d'achat est beaucoup plus cher, que la technique est plus complexe, et finalement eux vont vendre leur pain plus cher en mettant en avant le côté exceptionnel du produit. Donc eux, par exemple, se sentaient un peu bousculés parce que ils se voyaient un peu mis à l'épreuve du partage, alors que pour eux, c'était un enjeu aussi de réduire la quantité de production pour monter en qualité. Donc tout ça est assez compliqué. Par contre, ce qui était très positif, c'était que par exemple, on a pu mettre en place un système de coopération et d'entraide en cas de calamité agricole. Quand on fait une planification, maintenant on est à plus de 120 hectares en commun, forcément on cherche à avoir un tonnage à la récolte. On va appliquer un pourcentage de risque parce qu'on sait qu'il va y avoir des échecs, donc on va se dire bon, on va faire 30% en plus. On pourra un peu dispenser ça et vendre ça sur l'année d'après, parce que le céréales ça se conserve quand même. Donc on fait cette logique-là, et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que en cas d'échec, par exemple tornade, comme on a eu, grêle, inondation sur une ferme qui devait vendre un produit céréalier quand même de qualité, avec certains critères qui permettent d'en faire soit du malt, soit du pain. Si ça, ce n'est pas au rendez-vous, le prix en fait s'effondre. Et on a réussi à mettre un système, notamment d'entraide avec, je dirais, les vendeurs de produits finaux qui quand même génèrent plus d'argent, pour pouvoir venir participer en fait à un dédommagement. Donc on peut imaginer comme ça des choses assez innovantes. Je pense que de toute façon l'industrie y réfléchit aussi, parce que là maintenant vous avez des problèmes climatiques qui peuvent venir impacter les productions et rendre vraiment les fermes, les mettre en difficulté. Moi, pour finir, et avant de donner la parole, ce que je voulais dire, c'est aussi que l'industrie organise la surproduction.
Donc elle met à mal les agriculteurs comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, on surproduit en détruisant tout. On surproduit avec un usage massif d'engrais. On surproduit avec un usage massif de biocides. On n'est pas obligé de le faire en fait. Sauf que pour eux, c'est évidemment la stratégie gagnante parce que ils peuvent interchanger les fermes et les producteurs. Ils sont pas vraiment appelés, selon le principe pollueur-payeur, à participer aux dégâts. Donc pour l'instant, c'est vraiment tout bénef. Le souci, c'est que tant qu'il y a cette surproduction, vous avez évidemment le maillon des fermes qui est sous grande pression. Et ça continue parce que les accords de libre-échange viennent rajouter de la pression sur eux. Et là, on a un vrai risque quand même d'effondrement de la production agricole en France. Finalement, même ceux qui utilisent des engrais, des pesticides avec la hausse des coûts et des prix sont sous pression. Donc là, nous, ce qu'on préconise, c'est vraiment, je dirais, d'aller, voilà, de relire Pablo Servigne, de réécouter Arthur Keller et de se dire que se passe-t-il pour moi, si finalement la personne a priori qui doit produire de la nourriture pour que je mange demain n'est plus là demain. Et je pense que ça, c'est une question de toute façon qui doit être liée aussi au débat autour de la SSA, c'est-à-dire dans quelle mesure est-ce qu'on participe à une partie de la production de nos aliments. Historiquement, on a toujours coproduit une partie de nos aliments. Il y avait des poulaillers dans Paris jusque dans les années 70. Et voilà, il y a des choses qui sont faciles à faire. Et moi, je lancerai l'idée d'une SSA aussi qui vient cofinancer des moyens de production. Exemple, ayons tous, quand on a un petit jardin, au moins un pommier dans notre jardin. Apprenons certaines choses liées aux fruitiers, apprenons certaines choses liées à la production de légumes et pourquoi pas aussi de céréales. Nous, c'est ce qu'on propose par nos semis et moissons participatives. Ouais, sur la question de la valeur ajoutée, en tout cas, pour compléter, là, au handball mardi, là, je discutais avec un ami qui est agriculteur chimique à la Tour d'Aigle. Cette année, il a fait 500 tonnes de potimarron et butternut. Il a fait 500 tonnes de courgettes. Il a fait 280 tonnes de raisins de cuve. Il a fait 70 tonnes de raisins de table. Et ça fait 4 mois qu'il ne peut pas se payer un salaire. Il y a 40 hectares, je crois. Le système, il est à bout de souffle. Hein. Il ne fonctionne pas. Hein. Après, il voit juste aujourd'hui qu'il faut qu'il continue à grossir pour essayer de se sortir un salaire. Je ne sais pas combien de centaines de tonnes il faut atteindre pour pouvoir clairement en vivre. À côté de ça, le paysan boulanger de Cucuron, c'est hyper drôle parce qu'il est en face d'un boulanger banette traditionnel qui se lève à 2h du mat tous les jours, qui ouvre sa boulangerie 6 jours par semaine. Et Benoît, il travaille fait 2 fournées semaine, hein, je pense, Benoît, aujourd'hui. 2 fournées semaine, et il gagne plus que le type qui est en face. Il part en vacances. Et le type qui est en face, ça fait 10 ans qu'il le voit et qu'il ne change pas son modèle non plus. La valeur ajoutée, en fait, on peut la créer là où elle est. Le truc, c'est là où nos expérimentations inspirées de la SSA vont venir jouer. Encore une fois, je pense que c'est sur cette question de l'empathie du côté convention citoyenne. En fait, aujourd'hui, des 3 piliers du socle commun proposé par le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation, nos expérimentations, elles ne peuvent travailler que sur la 3e partie qu'on appelle définir un conventionnement démocratique ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que tous les cycles d'apprentissage qu'on a dans toutes nos villes et villages, ça amène à se rapprocher de ces paysans et du coup de se dire plutôt que d'aller acheter mon pain effectivement dans une boulangerie où tu avais une baguette offerte, 3 achetées quoi, ou le contraire, je sais pas. Et là, je me dis que même quand notre expérimentation autour de la claque sera finie, il y a des personnes qui ont eu accès à ces pains modernes de farine ancienne qu'on redécouvre, qui se gardent pendant plusieurs jours, etc. Je me dis qu'ils vont continuer à avoir certaines de ces pratiques, que ou pas l'argent soit remboursé à ce moment-là.
Et ben, c'est en se réappropriant nos commerces de proximité, la caisse d'investissement que veut mettre en place la CLAC, peut-être qu'elle permettra de construire justement des unités logistiques sur le territoire qui rapprocheront ces trucs-là. Et en fait, encore une fois, sur les raviolis, la valeur ajoutée, elle se fait chez l'artisan local, elle se fait pas chez Panzani, quoi. Donc, c'est en ayant des habitantes et des habitants qui sont empathiques avec ce monde-là, qui ont envie d'y participer, que je pense qu'on rapprochera la valeur ajoutée de nos territoires. Aujourd'hui, Tram, là, qui accompagne les magasins de producteurs, ils ont fait des analyses sur 1 euro dépensé dans un magasin de producteur crée 1,6 euros sur le territoire de liens économiques. Quand 1 euro dépensé au supermarché jaune et bleu, là, ou bleu et blanc, je ne sais pas quelle est sa couleur, 1 euro dépensé chez eux crée moins de 20 centimes sur le territoire. Donc en fait, là, on a déjà toutes les solutions pour remettre la valeur ajoutée sur nos territoires. C'est juste d'avoir assez de travail, assez d'interconnaissance, de connaissances, de monter en compétence sur ces enjeux-là pour que cette empathie se transforme en acte de consommation concrète, quoi. Mais le mot investissement vient d'être prononcé. Je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tôt dans cet atelier. Mais quand tu disais tout à l'heure, Eric, il y aurait pas, voilà, si tous les habitants de Cadenet étaient membres de la caisse, il n'y aurait pas suffisamment d'offres finalement compatibles avec le conventionnement. C'est vrai à l'échelle de la France aussi. C'est-à-dire que si demain on distribuait 150 € par personne, concrètement, il n'y aurait pas d'offres qualitatives au sens où on l'entend pour les dépenser. Et du coup, va falloir investir, et c'est pour ça notamment qu'il y a certaines caisses locales qui commencent à travailler à des caisses locales d'investissement. Côté monnaie locale, on planche aussi sur cette question-là. Voilà, il y a déjà des leviers qui existent pour investir, mais il y a encore du travail à faire pour vraiment remettre des capacités d'investissement dans les collectifs, dans les mains des habitants. Et d'ailleurs, côté valeur ajoutée aussi, on partage aussi cet effet multiplicateur qu'on documente depuis un certain temps aussi. Oui, en fait, avec de l'argent qui reste localement, qui circule plusieurs fois sur le territoire, et oui, on arrive aussi à créer davantage de richesse, davantage de valeur, et à la maintenir sur nos territoires. Juste, très courtement, mais on a un camarade à Réseau Salarié qui a fait une évaluation un peu de ce que produisait la France. Je crois qu'aujourd'hui, si on additionne les labels rouges, tous les trucs, les EcoCert, etc., on atteint une sorte de 20 milliards d'euros d'alimentation qui serait à peu près conventionnable dans nos critères actuels, quoi. Donc on est très loin des 120 nécessaires pour les 150 € par personne. Celui-là du coup. C'était juste sur la question des filières et de la valeur ajoutée, un peu hors SSA, mais avant je travaillais à la ville de Paris sur la question des filières territoriales, et justement sur la transformation, on voyait que structurer des filières territoriales et refaire plus de cuisine maison, ça faisait des changements dans les cantines scolaires notamment, où les agents faisaient plus de cuisine maison. Et donc ça apportait aussi de la certaine fierté et un plaisir aussi retrouvé au travail, qui n'était pas juste ouvrir des boîtes de raviolis, mais aussi il y avait des outils de transformation qui étaient de nouveau aussi possédés par les salariés, avec par exemple l'exemple de la coopérative bio d'Île-de-France. Je ne sais pas si vous connaissez, mais donc c'est les producteurs bio d'Île-de-France qui se sont regroupés pour pouvoir produire aussi ensemble avec des ouvriers agroalimentaires, et donc le partage de la valeur ajoutée. Il y a aussi des coopératives qui sont gérées directement par les paysans, et les ateliers de transformation à la ferme. Donc je pense qu'il y a plein de moyens de recapter la valeur ajoutée pour les producteurs, et en plus d'approvisionner des grandes villes aussi, et donc pas seulement à la campagne. Voilà. Bon, moi, je peux. Merci.
Tout à l'heure, madame, j'ai plus ton nom. Dalila, excuse-moi. Tu as parlé d'obésité, des problèmes de santé graves et chroniques, systémiques même, on peut dire. Bon, je fais partie de ce lot. Ça se voit pas, parce que c'était il y a 25 ans. Cancer du collagène. On m'a dit, madame, il vous reste 3 mois à vivre, prévenez votre famille, vos enfants. Ok. Heureusement que je ne me suis pas arrêtée à ça, sinon je me serais suicidée, mais voilà. Et là, j'ai bossé. J'ai fait mes recherches, parce que j'avais envie de survivre. Hein. Et là, j'ai compris que c'était mon alimentation. Et là, je me suis dit, ma petite, tu changes complètement ton truc. Ce que tu faisais, c'est fini. Donc, tout à l'heure, c'est Eric. Tu as donné des exemples précis, pratiques, d'aliments importants. J'y ajoute une petite, une courte liste. Hein? Oui, non, non, non. T'as pas parlé que des raviolis. T'as pas parlé que des raviolis. T'as pas parlé que des raviolis. T'as parlé de la bonne farine. T'as parlé de choses bien précises. Eh bien, moi, je vais aller un peu plus loin dans cette histoire de farine, parce que c'est quand même, hein, c'est la base hein, de notre alimentation, hein, le pain. Vous êtes tous à dire, voilà, il faut revenir au pain, au gros pain. Ok, c'est une très bonne chose. Pour ceux qui ne sont pas malades, qui n'ont pas été complètement bouleversés justement par cette mauvaise bouffe. Mais ceux qui l'ont été, et il y en a beaucoup, ils ont besoin vraiment de couper. Et moi, j'ai trouvé mes aliments miracles de survie. Vraiment, ça y est, maintenant, moi, je suis opérationnelle. Les cancers, je ne mourrai pas de cancer. Le sarrasin, c'est pas une céréale, c'est une légumineuse. À Notre-Dame-de-Lande, ils l'ont compris tout de suite. Pas seulement dans les camps Action Climat, ils ont compris ça très très bien. Le sarrasin, c'est breton. Et le sarrasin, c'est aussi breton dans les camps Action Climat. Et à Notre-Dame-des-Landes et partout ailleurs. Et partout où on comprend ça, purée, mais moi je fais mon pain, et mon pain c'est quoi? C'est des crêpes au sarrasin, auxquelles j'ajoute tous les jours une variété, farine de riz, farine de mil, farine de tout ce qu'on veut. Moyennant quoi, je n'ai plus de problème de santé. Juste pour Voilà. dire, il y aura une table ronde demain sur la santé. Mais c'est super important de partir de ça. Je suis très d'accord que c'est très important la santé et l'alimentation. C'est le pivot. Mais peut-être qu'on peut revenir sur la question de cette table ronde qui était plutôt autour des filières alimentaires. Et moi, j'avais. Si tu veux. On pourra en rediscuter demain après-midi. Je pense que ça sera plus le cadre. C'est plus le cadre. Moi, j'en profite. C'est toi qui vois. Je suis pas sûre que ce soit que moi, mais moi j'avais une petite question pour rebondir sur la question des filières qui s'adressait plutôt aux 2 personnes que je connais qui expérimentent dans une caisse, qui sont Dora. Je vous vois les claquistes là-bas. Et c'était peut-être avoir votre retour, vous, d'expérimentateur d'une caisse, de voir ce que vous avez appris sur les filières alimentaires et agricoles, quelque chose qui vous a marqué dans votre parcours, un truc que vous avez découvert. Enfin, moi, ça m'intéresse aussi de voir. Je sais pas répondre à cette question. Attends, je sais pas répondre à cette question. On peut se laisser une autre prise de parole. Je comprends même pas la question, excusez-moi. Oui, en fait, c'était plutôt de te dire, est-ce que avant d'arriver à la claque, je sais pas quel était votre niveau de connaissance de comment fonctionnent les filières agricoles et alimentaires en France, et est-ce qu'il y a des choses que vous avez apprises, soit dans le cadre du parcours d'apprentissage à Canet, soit en rencontrant directement des producteurs et productrices lors du conventionnement? Il n'y a pas de bonne réponse. Hein, mais... Tu veux répondre? Moi, j'ai appris sur le système alimentaire, mais... Ça risque d'être partiel comme réponse, mais c'est vrai qu'au niveau parce qu'on est organisé en GT, donc il y a le GT conventionnement dont je ne fais pas partie, donc c'est difficile d'en parler aussi complètement, mais qui a travaillé sur les produits transformés. Et donc c'est vrai qu'avec notre système progressif de remboursement, hein, qu'expliquait tout à l'heure Eric,
oui, effectivement, ça nous a montré que il y avait produits transformés et produits transformés, quoi. Hein, voilà, que tout ne se valait pas à ce niveau-là, et ça nous a permis de fouiller un petit peu cet aspect-là de la transformation. Est-ce que ça... Bonjour, donc Mariella de la Caisse de l'alimentation de Lyon. Moi, je suis animatrice, donc je travaille pour cette caisse. J'ai cette chance et je voulais répondre un peu à la question d'Alexa parce que j'ai participé à co-construire le parcours de connaissances. On s'est inspiré d'ailleurs de Montpellier, de Gironde, de Cadenet pour monter ce parcours. Et je voulais juste témoigner du fait que c'est incroyable tout ce qu'on apprend en tant qu'animateur aussi, parce qu'évidemment, on ne connaît pas tous ces sujets-là par cœur. Et c'est tellement riche, tout le système alimentaire, tout ce qu'on ne sait plus. Et tout ce qui c'est tellement devenu complexe aussi qu'il y a plein de choses en fait, c'est infini. J'ai l'impression que là, on parle en ce moment, le sujet, c'est un peu sur l'élevage et tout. Plein de techniques qui sont... Et donc, on se pose aussi la question de est-ce qu'il faut conventionner des agriculteurs qui ne sont pas bio. Et ça pose plein de questions derrière sur les pratiques. Et on apprend tous les jours des choses. Et là, dernière chose, c'était... j'ai appris qu'il y a des éleveurs qui faisaient la désaisonnalité pour que les animaux, les chèvres notamment, et les brebis, je pense, je confonds toujours, je sais que c'est pas pareil, mais en tout cas, de faire en sorte que ces animaux produisent du lait toute l'année, voilà, et donc c'est un concept que je ne connaissais pas, et en l'occurrence, on a un éleveur sur un marché qui fait plein de trucs assez vertueux il va produire la propre nourriture pour ses animaux, mais il fait cette pratique et donc ça pose la question est-ce que c'est bien ou pas bien, tout ça. Enfin, il y a toujours à chaque fois qu'on va explorer toujours plein de choses qu'on découvre et donc je pense que le parcours d'apprentissage en commun, ça concerne vraiment tout le monde puisqu'on est tous mangeurs, mangeuses et que on est un peu dépossédé de ces questions parce qu'on est devenu effectivement des simples consommateurs. Et en fait, si on creuse un peu comment est produite la nourriture, etc., il y a énormément de choses passionnantes. En tout cas, pour moi, c'est passionnant. Juste pour compléter, avec Réseau Civam, on avait travaillé sur les filières territoriales pendant 3 ans dans un projet de recherche-action. Et une des choses qui est sortie en séminaire de fin, c'est de se dire, en fait c'est super, on parle de gouvernance, on parle de valeur ajoutée, partagée, etc. Et je suis content que tu en aies parlé, parce qu'a priori ça se passe pas exactement comme ça, mais quasiment toutes les filières ont été en mode, mais ils sont où les mangeurs et mangeuses à la fin, quoi. Et, et du coup, dans ce que tu dis, Eric, aussi, ça me paraît hyper important, du coup, de se dire, comment on... En fait, la SSA, c'est peut-être juste ça, c'est de venir enlever le brouillard là-dessus et nous permettre de se permettre de réinterroger le fonctionnement de ces filières. C'est ça que tu veux dire. Qui a le droit de dire quoi? Moi, ce que ça m'évoque, c'est la question de la légitimité, parce que c'est vrai que quand... c'est que entre être un mangeur et avoir des connaissances sur toute la chaîne en fait de production, que ce soit des questions agricoles, mais aussi des questions de transformation. Bon, si on simplifie très vite, on comprend que l'enjeu il est de transformer à la maison, de cuisiner et finalement d'acheter plus de produits bruts et de se donner les moyens de le faire. Mais nous, ce qu'on a observé, c'est qu'on avait ce qu'on a observé, c'est qu'au départ, on a des gens qui arrivent dans l'association et qui n'ont pas de connaissances. Alors, on a aussi des étudiants, on a aussi des salariés, mais finalement, le commencement, c'est le constat d'un manque énorme de connaissances. Ce qu'on voit, c'est que la pratique amène au bout déjà de quelques mois, et pour ceux qui restent un peu plus, des résultats concrets, parce que finalement, faire ensemble, c'est le meilleur moyen d'apprendre les vraies choses. On observe aussi que finalement, ces savoirs-là, ils ne sont pas accessibles en école d'agronomie.
Ça peut paraître bizarre, mais en fait, il y a un énorme déficit. Et puis, il faut savoir que les programmes des écoles d'agronomie en France sont pas contrôlés par le ministère de l'Éducation, mais par le ministère de l'Agriculture. Donc, forcément, bon, voilà, et que finalement, la légitimité, elle arrive quand même avec les connaissances. Moi, j'ai vraiment vu dans le comité de pilotage, en effet, au début, des citoyens qui étaient quand même beaucoup plus timides que des paysans qui avaient, voilà, ou des boulangers qui brassent de la matière et qui finalement sont vraiment en connaissance de cause sur ces sujets. Et ce que ça donne, c'est que plus on avance, plus on a des gens qui se réveillent et on voit que comme une fleur, ça s'ouvre et que finalement ils se sentent légitimes pour avoir un avis sur telle variété parce qu'ils l'ont essayé, parce que ensuite ils en ont fait des semences et parce que finalement après ils en parlent aussi aux gens, ils deviennent aussi médiateurs, ils deviennent aussi et cette boucle vertueuse en fait, elle est à mon avis la clé pour qu'on arrive à un moment donné à faire un peu masse et pour qu'on rentre dans le rapport de force, c'est que de toute façon, il n'y a que comme ça qu'on peut se positionner face à 4 méga meuneries qui font 60% de la farine ou à 4 centrales de distribution qui tiennent le marché de la grande distribution. Il y a que comme ça. Parce que sinon c'est trop compliqué, quoi. Donc moi, ce que je trouve vraiment hyper encourageant avec les comités démocratiques autour de la SSA, c'est de faire ce travail-là qui prend du temps et qui fait pour le coup avancer vraiment la question, quoi. Parce que sans connaissance, ça devient difficile de décider, quoi. Je l'ai là. Merci. Juste, je ne sais pas quand est-ce que ça termine, dans pas longtemps, mais je crois que le thème de cet après-midi, enfin de ce dernier atelier, c'était aussi, la question qui était posée au début, c'était en quoi la SSA est porteuse de transformation sociale, si je me souviens bien. Et du coup, je vous ai écouté avec attention, hein, c'est pas le problème, mais j'ai repensé à la question et du coup j'ai noté des petits trucs. Notamment, je pense que une sécurité sociale de l'alimentation est porteuse de transformation sociale dans la mesure où elle va permettre l'expérimentation de la participation politique. Ça, on en a parlé dans les ateliers. On a parlé beaucoup des expérimentations, de leur mode, de leurs modalités, etc. Et du coup aussi de l'expérimentation politique qu'elle provoque en fait. Ça, c'est transformateur. Peut-être plus que d'apprendre, ou autant, je ne dis pas le contraire, mais que d'apprendre comment, entre le yaourt à la fraise et le lait et la fraise séparés, on obtient, voilà, vous avez compris, quoi. Donc, elle est porteuse d'émancipation, en tout cas de transformation sociale, dans la mesure où elle va prendre en compte, et il y a tout à l'heure Djibril Cissé qui fait partie d'une cantine solidaire d'un foyer de travailleurs migrants, qu'elle va prendre en compte l'expérimentation sociale des opprimés. Et quand je dis opprimés, pour le coup, je parle du mangeur, de celui qui travaille en cantine en restauration collective, de celui qui va être paysan, de celui qui va transformer. Donc je parle de tous ceux qui sont opprimés par le système agroalimentaire capitaliste. Voilà, et ça peut être la même. Et en général, c'est la même personne de toute façon, parce qu'on est tous mangeurs, et voilà. Mais donc comme ça, et ça me fait penser donc ce mode de pensée là de transformation sociale, ça me fait vraiment penser aux pédagogies critiques et du coup à l'éducation populaire, hein, qui a été mise en œuvre beaucoup par des pédagogues, notamment au Brésil. Quoi d'autre? Je pense enfin, en tout cas, que dans cette transformation sociale, moi j'entendais aussi le mot émancipation. Dans l'émancipation, il y a l'idée d'affranchissement. Affranchissement au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens de plus être asservi, donc un esclave. Et l'émancipation, peut-être se produire à l'occasion de ces expérimentations et donc transformer la société, nous transformer individuellement et parce que la transformation sociale, elle est collective. Quand on expérimente, on retrouve du pouvoir d'agir,
on retrouve du pouvoir de décision. Et c'est important de retrouver du pouvoir de décision en tant que mangeur, mais aussi en tant que producteur. Comment on va produire les usines Panzani ou je sais pas quoi là de raviolis. Pourquoi ils arrêteraient de faire des raviolis en fait? Parce qu'on en a besoin peut-être beaucoup. On a besoin de beaucoup. Mais peut-être qu'ils vont les produire. Ils les produiraient s'ils étaient propriétaires de leurs moyens de production. Ils les produiraient à leur façon, c'est-à-dire en choisissant avec quels ingrédients ils vont fabriquer leur produit, quoi. C'est ça que je veux dire, le produit final. Et pour terminer, en fait, donc enfin, il y a la décision, enfin il y a l'idée de retrouver du pouvoir d'agir, du pouvoir de décision, du pouvoir d'agir sur son existence. Il y a aussi l'idée dans cette idée-là de regagner un nouveau droit de citoyenneté, c'est-à-dire celui d'être en responsabilité de la production. On n'est pas juste passif, même en tant que mangeur, on n'est pas juste passif. C'est un droit citoyen. On a le droit de voter, on a le droit de signer un contrat, on a le droit de signer un chèque. On a aussi le droit de décider ce qu'on produit, comment on le produit, avec qui on le produit, qui on conventionne, etc. Ça, c'est le modèle de la sécurité sociale du soin. Voilà. On a le droit de décider de la monnaie. On construit un nouveau modèle économique, etc. Et c'est là que la transformation, elle intervient aussi peut-être. Et pour finir, là c'est vrai, c'était vraiment ma phrase de fin, j'avais noté que selon moi, la sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale de l'alimentation sans visée de lutte des classes, c'est du développement personnel. Merci. Je rends le mic, je dépose le mic.